Bonjour. Alors aujourd'hui c'est une vidéo un peu particulière parce que je réponds en fait à un interview de Marie-Hélène Hackel. En fait il y a quelques semaines elle a écrit une chronique sur son blog pour parler de mon livre Minimalisme sacré et zéro déchet. Donc c'est un livre que j'ai écrit qui explique en fait comment créer son havre de paix. Et il y a également toute une série en fait de recettes pour justement soit créer des recettes vraiment minimalistes, parce qu'en fait des fois c'est très très simple d'entretenir sa maison, et également des recettes zéro déchet quand on a envie de s'amuser un peu plus dans la fabrication, que ce soit de ces produits cosmétiques, des produits ménagers. Mais en fait mon livre parle vraiment, va être vraiment va faire chaque pièce en fait de la maison, parce que chaque pièce on peut l'aménager de certaines façons, mais il y a également des recettes différentes suivant les produits dont on a besoin. Et c'est vrai que ce livre-là, je l'ai écrit parce que cela faisait déjà pas mal d'années que je penche vers justement tout ce qui est zéro déchet, le minimalisme, bien que je sois loin d'en être arrivée là où j'aurais aimé, même si à une période j'étais vraiment à fond dans le zéro déchet, tout ça, et ça a été un peu une expérience plutôt difficile pour moi, dont je vais en revenir après en répondant dans les questions. Et actuellement, maintenant, j'ai créé ma propre méthode qui me correspond à moi. Voilà, donc elle m'avait posé plusieurs questions et elle m'a proposé de faire cette interview par le biais donc d'une vidéo. Donc voilà. Alors la première question, c'est quand avez-vous commencé votre démarche minimaliste et zéro déchet? Moi, j'ai vraiment commencé à avoir ce changement en moi il y a, je dirais, 10-15 ans. En fait, c'est venu lorsque j'ai lu ce livre-là, L'art de la simplicité, de Dominique Laureau, qui est pour moi un de mes livres préférés, parce qu'en fait, c'est le livre qui a lancé mon changement de mode de vie. Et c'est parce que autant on peut adapter le minimalisme, la simplicité à sa maison, à son intérieur, mais également à soi. Et également, on peut également modifier dans son travail. Et c'était vraiment une ouverture d'esprit, quelque chose que je ne connaissais pas du tout à l'époque, qui m'a permis justement de m'éveiller à cette recherche en fait d'être bien en soi et chez soi. Donc quand j'ai écrit ce livre-là, c'était vraiment l'idée de partager un peu cet esprit-là du minimalisme. Alors il faut savoir qu'il existe beaucoup de minimalistes différents, et c'est vrai que moi lorsque j'ai débuté, donc j'ai lu beaucoup de livres justement également sur le zéro déchet, parce que pour moi minimalisme va également avec le zéro déchet, parce que le but est de prendre soin de sa santé, mais également donc d'utiliser des choses dans son intérieur qui sont bons pour la santé. Et ça passe également donc par les produits ménagers qui soient davantage sains que ceux qu'on peut acheter. Et donc il y a le minimalisme, on part vraiment sur le fait qu'on épure complètement son intérieur. Et c'est comme ça que j'allais commencer à une période, mais finalement je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas. Comme le fait de partir à fond dans le zéro déchet, ça ne m'allait pas non plus, parce que c'était trop difficile en fait à atteindre. Et donc du coup, je me faisais beaucoup de reproches à moi-même parce que je n'y arrivais pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que si je me culpabilise, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et je dois d'abord apprendre à m'écouter et à écouter donc ce que moi j'ai envie, jusqu'où j'ai envie d'aller. Et donc je dois adapter mon mode de vie à ça, tout en gardant toujours ma ligne directrice qui est d'être minimaliste, parce que le fait d'être minimaliste va permettre justement de reposer notre esprit, parce que sans qu'on s'en rende compte, le fait de regarder et de voir qu'il y a un peu de bordel partout, forcément, c'est pas bon pour notre esprit, parce que ça nous fatigue. Ça nous fatigue donc par le fait de le voir, mais également à cause des ondes, des énergies qu'il y a dans la pièce. Donc c'est pour ça que c'est très important. Ah, j'ai mes livres qui tombent. C'est pour ça que c'est très important de vraiment, quand on est chez soi, de vraiment créer un havre de paix dans lequel on est bien, et dans lequel on peut se reposer, se ressourcer, et juste être bien. Voilà, se calmer son mental. Il y a tellement de bénéfices en fait à revoir son intérieur. Et aussi, on a tendance à être beaucoup porté sur le matériel. Le matériel en pensant qu'il va nous apporter le bonheur.
Parce que c'est vrai qu'on rêve quelque chose, on a vu ça chez notre voisin, on dit ah ouais, on voudrait avoir la même chose chez nous. À cause très souvent du paraître. Et donc quand on l'a acheté, sur l'instant on est content. Mais si on regarde au fur et à mesure des jours qui passent, eh ben, on ne garde pas ce bonheur-là. Et c'est là qu'on se rend compte, lorsqu'on prend le temps de comprendre ça, c'est que ce n'est pas tous les biens matériels qui vont nous rendre heureux. C'est pas du tout ça. En fait, pour être heureux, il faut le chercher à l'intérieur de soi. Parce qu'on peut être que heureux que lorsqu'on on a compris cette base qu'on est seul dans la vie, on est seul à pouvoir justement trouver notre propre bonheur. Et ça, c'est toute une démarche, il y a encore un apprentissage à faire pour justement s'en rendre compte. Et donc, dans le minimalisme sacré, c'est vraiment l'idée, c'est d'enlever tous ces biens matériels que l'on a, mais qui ne nous servent pas, dont on n'a pas besoin et qui nous encombrent. Et garder uniquement ce qui est utile dans la vie de tous les jours. Donc moi, ça c'est vraiment fait sur le long terme, c'est-à-dire ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire que depuis que je me suis vraiment lancée dedans, ça fait au moins, je dirais peut-être 8 années minimum, où je continue encore et encore à enlever des choses. Et donc je fais très souvent venir Emmaüs pour justement faire partir tous ces objets qui finalement ne servent pas. Parce que bon, c'est vrai que moi j'étais quelqu'un de très matérialiste. Et surtout, je ne jetais rien. Donc j'avais mon grenier aussi plein de choses. Donc effectivement, j'ai toujours encore beaucoup de choses à donner à Emmaüs. Donc je les fais venir au moins 1 à 2 fois par an. Et, mais ça fait beaucoup de bien. Parce qu'en fait, à chaque fois, il y a une partie déjà qui part. Et rien que ça, déjà, ça nous apaise notre mental. Et on se sent bien. Et l'idée, c'est vraiment qu'il faut garder dans la base, c'est que donc on veut être bien quand on est chez soi. Pour ça, qu'est-ce qui nous rend bien? Qu'est-ce qui fait augmenter notre taux vibratoire, notre énergie? Ce sont des objets qui sont pour nous sacrés dans le sens où on les aime. On trouve ça beau, on aime les utiliser. Quand on va faire des achats ou qu'on fait le tri chez soi, on va privilégier tout ce qui est en matière naturelle ou des objets qui sont recyclables par la suite, ou qu'on peut transformer pour faire notre meuble avec, par exemple. Enfin, je vous sors un peu les grandes lignes, mais en fait, en gros, c'est ça. Et pour justement, en fait, créer un endroit où chaque objet a sa place, qu'il est utile ou qui sert à quelque chose en particulier. Et après, donc régulièrement, refaire un petit point sur chaque pièce pour voir est-ce que peut-être, même si j'ai gardé quelque chose qui me tenait à cœur, est-ce qu'il a vraiment une utilité ou pas. Et si on se rend compte qu'en fait, non, il ne sert à rien, ben, c'est encore un objet qu'on peut enlever. Donc certaines personnes vont pouvoir avoir des pièces où il n'y a vraiment presque plus rien. Ça va vraiment dépendre de chaque pièce. Moi, par exemple, ici, on est à mon bureau. J'ai mon espace de yoga, de méditation, de mes rituels. Donc j'ai mes petits objets ici pour mes rituels. En fait, moi, je pourrais presque vivre que dans cette pièce-là parce que j'ai tout ce qui est important dans cette pièce. Après, j'ai d'autres pièces plus épurées. Ça dépend vraiment de chaque pièce. Alors, je vais répondre à l'autre question. Quel a été le plus gros obstacle à l'époque? Donc, mon plus gros obstacle à l'époque, je dirais que c'est la difficulté justement à donner certains objets. Parce que justement, quand on a ce côté matérialiste, en fait, et aussi le fait qu'on s'attache en fait à des objets, parce qu'ils ont une signification, parce qu'on l'a reçu de proches, de quelqu'un qu'on aime beaucoup, ou d'un voyage, et ben on n'a pas très envie de s'en débarrasser. Et j'étais énormément ainsi, en fait je donnais beaucoup de sens, de valeur affective aux objets. Et donc c'est pour ça aussi que je gardais tout, je me disais souvent, bon, j'utiliserai un peu plus tard. Mais finalement, ça sert à rien parce que même 20 ans après, je ne les ai toujours pas réutilisés. Et donc ça a été le plus difficile, c'est réussir à me séparer de ces objets-là. Mais ça a été difficile la première fois. Et en fait, après, au fur et à mesure, parce que donc forcément, j'ai quand même encore acheté des choses, mais cette fois-ci, je prenais vraiment des objets en matière naturelle au maximum, recyclables, seconde main si possible, si je trouve. Et surtout, je ne m'y attachais pas autant qu'au départ. Donc en fait, les objets ici, je me dis, même si demain il se passe quelque chose, j'ai une valise, je prends ma valise, je peux partir en laissant tout ce qu'il y a ici. Bien sûr, il y a certains objets, que c'est par exemple mon tambour, je devais le laisser ici, ça me fera un pincement au cœur. Mais voilà, je pourrais maintenant
me détacher de tout cela beaucoup plus facilement. Alors aussi une chose, c'est que depuis très longtemps, en fait, j'ai un projet qui me tient à cœur et qui fait que justement un jour, normalement, si tout se passe bien, que j'arrive à réaliser ce projet, avec ma petite famille, on va tout quitter ici. Et donc on aura juste un sac à dos. Donc c'est aussi une de mes motivations qui fait que je m'attache plus autant que ça à tous les objets que j'ai ici parce que je sais qu'un jour je ne pourrai pas les emmener avec moi. Donc ça aide. Ensuite, alors, quel est le plus gros obstacle aujourd'hui, s'il y en a encore? Alors oui, il y a un gros obstacle aujourd'hui que je n'avais pas à l'époque. Il faut savoir, quand j'ai rencontré Cédric, mon mari, on était beaucoup dans le même univers à l'époque. J'étais donc dans une philosophie de vie bouddhiste. Lui aussi, on était au même endroit pour aller voir le Dalai Lama et tout. Donc voilà, on était beaucoup dans les mêmes choses. Après, j'ai créé mon centre. Et dans ce centre, on a eu la chance en fait d'accueillir les reliques du Bouddha. Et en parlant un peu à tous les centres bouddhistes en Alsace pour les inviter, on s'est rendu compte qu'il y avait des lignées, tout ça, et que donc du coup, comme c'était pas la même lignée que eux, ils ont refusé en fait d'en parler. Donc déjà, ça a été un premier choc, surtout pour mon mari, de se rendre compte qu'en fait, que même dans le bouddhisme, eh ben, voilà, ils ont une philosophie finalement qui n'était pas comme on s'était imaginé. C'est vrai qu'à l'époque, je lisais énormément de livres. J'avais un mur plein de livres sur le bouddhisme. Et donc du coup, et puis on allait aussi dans un centre bouddhiste de temps en temps, et donc du coup, on s'était pas rendu compte de ça. Pareil, on avait accueilli les moines bouddhistes chez nous, ils mangeaient de la viande, buvaient de l'alcool. Donc déjà là aussi, ce que nous on faisait pas, donc on s'était dit, bon, déjà, voilà. Ensuite, dans mon centre, on avait des intervenants, et certains intervenants étaient vraiment magnifiques, et d'autres malheureusement n'étaient pas du tout ceux qui montraient lorsqu'ils faisaient des ateliers. Et donc on a un peu découvert l'envers du décor et le fait que même dans le bien-être, beaucoup en fait le font uniquement que pour l'argent. Et donc du coup ça fait plein de petites choses en fait qui ont fait en sorte que Cédric a commencé à changer. Et donc était beaucoup moins intéressé par tout ça. Et aussi donc par le côté, notre mode de vie qui était branché bio, philosophie bouddhiste, minimalisme et tout ça. Et donc petit à petit, il a un peu lâché prise là-dessus. En fait il a fait un blocage. Et puis, quelques années après, quand on a eu la chance d'avoir notre fille, c'était beaucoup de travail, c'était très fatigant, c'était pas du tout comme on s'y était imaginé. C'était vraiment quand même relativement assez difficile d'avoir un enfant à plus de 40 ans. Et aussi le fait, du coup, qu'il y avait la fatigue, moins l'envie de faire ses produits soi-même, bien que c'était moi qui fais tout. Mais voilà, c'était quand même plein de choses. Et donc, du coup, il a été moins engagé dans cet esprit consommer bio. Quoique pour notre fille, on fait quand même énormément bio. Surtout que c'est quand même principalement moi qui fais les courses. Mais disons que pour lui, en fait, c'était devenu très compliqué. Même le recyclage, c'est devenu quelque chose pour lui qui est devenu assez compliqué. En fait, il est devenu... ouais, je dirais que c'est un vrai blocage là-dessus. Donc là, c'est un gros travail que je vais que je tente depuis un moment de remettre en place, mais c'est pas évident. Donc c'est vrai que lorsqu'on a une vie de couple, forcément, il faut respecter les choix de son conjoint. Il ne faut pas imposer, parce que ça ne se fait pas d'imposer les choses. On a chacun notre libre arbitre, on a chacun notre éveil, on a chacun notre vécu. Donc il faut accepter l'autre et jusqu'où il a envie d'aller. Parce que le minimalisme et le zéro déchet, c'est pas évident tous les jours. C'est quand même toujours plus facile d'aller dans la facilité que inversement. Et donc il faut respecter ça. On peut essayer d'aiguiller, d'expliquer les choses calmement, gentiment, mais on ne peut pas imposer. Mais ça se travaille avec le temps. Voilà, donc ça c'est effectivement un obstacle que j'ai actuellement. Alors ensuite, quels sont les 3 conseils que vous donneriez à des débutants? Mes 3 conseils, ce serait de ne pas aller trop vite. Il faut prendre son temps. Parce que moi, c'est vrai que quand je me suis lancée au début, j'avais lu les livres Zéro déchet, les livres La famille Zéro déchet. J'étais partie pour aller là-dedans. Et donc pendant les premiers mois, j'étais à fond. Ça a même été trop difficile pour Cédric aussi. Et puis pour moi, à la longue. Parce que justement, j'étais beaucoup après dans le jugement parce que je n'arrivais pas à être à ce point minimaliste et zéro déchet. Donc je dirais de vraiment prendre son temps parce qu'il faut le faire avec le plaisir.
Et puis aussi, on évolue au fur et à mesure. Et puis les pièces aussi, on voit des choses qu'on trouvait à un moment donné, on trouvait utiles, on pensait que ça avait encore sa place, et puis finalement, ça ne l'est pas. Et donc, ça se fait avec le temps. Donc, il ne faut pas hésiter à reprendre tous les quelques mois ce cheminement, cette introspection et cette manière de regarder en fait son environnement. Et il faut savoir que tout ce qui est minimalisme sacré, on parle beaucoup d'intérieur, mais c'est également quelque chose qu'on peut appliquer à sa vie personnelle. Voilà. Un autre conseil pour les débutants, de lire, de faire des recherches sur internet, trouver de l'inspiration sur Instagram, pourquoi pas suivre des formations si vraiment on a envie d'aller plus loin, parce que on trouve forcément plein de solutions par soi-même, mais c'est quand même bien d'aller plus vite et plus facilement en suivant les conseils de quelqu'un d'autre. Parce que ça nous aide, il y a des choses auxquelles on ne pense pas et qu'on peut justement trouver en faisant des recherches. Et un troisième conseil, je dirais que pour débuter, vraiment, ce serait prendre son temps, mais en fait, c'est de vraiment prendre un temps aussi pour soi, pour se poser, réfléchir vraiment à jusqu'où on a envie d'aller, ce qui est possible ou non, parce qu'il faut aussi voir, par exemple, par rapport à son travail, si on a des enfants, si on est en couple, est-ce qu'on a de quoi faire le recyclage à la maison. En fait, il y a vraiment plein de choses à voir, à réfléchir, parce que chaque petite décision va impliquer un grand changement derrière. Donc vraiment prendre le temps de se poser pour se poser les bonnes questions. Donc n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos de ma chaîne, parce que justement j'en parle un peu plus. Alors, que diriez-vous à un sceptique ? Alors avec les sceptiques, c'est toujours très difficile parce que souvent ils sont arrêtés sur une idée. Et on peut dire ce qu'on veut, c'est très difficile de leur faire changer d'avis. Mais souvent j'ai remarqué quand on est sceptique, c'est parce qu'en fait on ne s'y connaît pas vraiment, on ne sait pas trop de quoi il s'agit dans la réalité. Et je dirais à un sceptique de faire des recherches, de regarder des vidéos, de discuter avec des gens qui ont commencé ce cheminement ou qui sont déjà dedans depuis longtemps, pour avoir vraiment des vraies versions et pas uniquement la version qu'on pense imaginer être ce qui est réel et ce qui est juste, parce que c'est très souvent faux. Avez-vous réussi à faire des émules dans votre entourage ? Donc, bon, Cédric, je vais déjà expliquer. Dans mon entourage, oui quand même, parce que j'ai des gens qui lisent ce livre, donc j'ose espérer qu'ils expérimentent et qu'ils passent à l'action après. Chez mes parents aussi, ils font quelques efforts. Alors, c'est pas gagner du temps, c'est beaucoup le côté matérialiste, malheureusement. D'ailleurs, je me sens souvent très mal quand je vais chez eux, parce que en fait, quand on est dans cette démarche de minimaliste, où on épure son environnement, quand on va chez quelqu'un où il y a, moi j'appelle ça du bordel partout, ça devient presque horrible. Et c'est vrai que pour moi, c'est très affectant quand je vais chez eux, parce que ça me pompe mon énergie, et je me sens toujours très mal quand je suis là-bas. Et c'est comme ça, dès que je suis chez quelqu'un où il y a trop de choses. Parce que c'est là aussi que je me rends compte à quel point ça pompe réellement notre énergie et que c'est pas bon du tout. Donc, mais ils font quand même, les parents font quand même beaucoup d'efforts depuis. Après, j'ai pas un gros entourage. C'est vrai qu'avec les années, finalement, j'ai plus autant. En fait, avant, j'avais toujours beaucoup d'amis. Je sortais beaucoup. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte à quel point, en fait, j'apprécie être avec moi. Et aussi parce que c'est important d'avoir des gens avec lesquels on est bien, avec lesquels on aime bien discuter de choses intéressantes et pas de choses futiles. Et même si j'aime bien rigoler aussi, bien sûr. Mais disons voilà, j'aime bien maintenant prendre le temps de choisir des personnes avec qui je passe du bon temps. Et donc du coup, ils sont déjà tous un peu dans cette démarche-là. Donc ça, c'est bien. Donc je ne sais pas si j'en apprends grand-chose de nouveau. Ensuite, quels sont vos rêves les plus fous ? En fait, j'en ai deux. Un, ce serait vraiment le rêve ultime, ce serait en fait de trouver un petit chalet au milieu de la nature. Un petit chalet, 50 cm² maximum pour nous trois,
ou quand avec des baies vitrées, ou quand je me lève le matin, je vois la forêt, la nature tout autour de moi. Ça, c'est vraiment mon rêve. Ça fait 5 ans qu'on est à la recherche de ce lieu. On l'avait trouvé juste avant la naissance, avant que je tombe enceinte. Malheureusement, ça a été une histoire qui a duré une année. C'était plusieurs en fait, enfants à le revendre. Puis finalement, ça s'est très mal passé entre eux et donc finalement, c'est parti aux enchères. Et là, j'ai appris que j'étais enceinte, donc avec mon mari, on s'est dit, bon, finalement, c'était peut-être quand même une bonne chose qu'on n'ait pas pu l'acheter ce terrain-là, parce que c'était au milieu de la cambrousse, chemin de terre pour y aller sur plusieurs kilomètres et tout. Donc ça aurait pas été pratique avec un enfant. Donc je pense. Mais bon, depuis on cherche de temps en temps, mais on n'a pas encore trouvé, parce qu'on est assez difficile sur l'endroit, sur les énergies qu'on ressent sur l'endroit et tout ça, et puis aussi parce que Cédric travaille à l'hôpital à Strasbourg, donc on ne peut pas non plus être trop loin, donc ça limite énormément les possibilités de trouver ce dont moi je rêve. Et mon deuxième rêve, c'est de faire un tour du monde, que j'ai depuis de nombreuses années, que j'ai failli faire 2 fois. La première fois, c'était à l'époque, j'avais mon centre de bioesthéticienne, et je voulais le revendre pour partir, mais il y a eu des histoires familiales, donc j'ai dû rester. Deuxième fois, on était pas loin, on était à plusieurs mois de notre départ, et c'est là où je suis tombée malade. Donc au bout de 2 mois de maladie, comme ça a duré très longtemps, en fait, au bout de 2e mois, je dis à Cédric, non, finalement, je crois que je ne pourrais pas partir. Ça allait vraiment ça progressait pour aller de plus en plus mal. Et donc, je me dis, la 3e sera la bonne. Donc là, actuellement, on travaille sur ce projet-là de partir, mais ce ne sera pas... en fait, on restera ici aussi longtemps qu'on a encore Emma, parce que je ne me vois pas trop faire un voyage comme ça avec notre chienne, qui a déjà pas mal de problèmes de santé, qui s'est déjà fait opérer 3 fois, donc je préfère être proche du centre vétérinaire pour qu'elle ait les meilleurs soins possibles. Donc ça nous laisse le temps de préparer, d'économiser pour ce projet-là. Voilà, donc ça c'est vraiment mes deux gros projets que je rêve de faire. Bien sûr, je ne sais pas si on pourra faire les deux, parce que investir et créer cet endroit où j'aimerais vivre, et après partir, je ne me vois pas faire les deux. Donc je vais plutôt dans le sens inverse, mais après je me dis, est-ce qu'on va revenir en France? Ou est-ce que quel âge j'aurai quand on va rentrer? Est-ce que j'aurai encore l'âge de pouvoir entretenir un lieu pareil? Parce que on sait très bien que ça demande quand même pas mal d'entretien. Donc je ne sais pas du tout. À voir. On verra dans les prochains mois, dans les prochaines années, ce que ça va donner tout ça. Voilà. Pour le mot de la fin, pour moi, c'est l'heure d'aller chercher ma fille à la maternelle. Donc voilà, le mot de la fin, que dire, si ce n'est d'essayer de créer en fait, d'aménager sa maison pour y être bien lorsqu'on y est. Pourquoi pas aussi son endroit où on travaille, parce que on y passe beaucoup d'heures. Donc plus beau sera l'endroit, plus on aura amené d'énergie positive et mieux ce sera pour qu'on se porte bien. Le zéro déchet, alors moi je parle des deux dans ce livre, mais la base pour moi le plus important c'est déjà le minimalisme. Et après le zéro déchet, autant que possible, bien sûr, parce que c'est important pour notre planète, c'est important pour notre santé, parce que ce qu'on relâche dans la nature, forcément ça va impacter notre santé et la santé de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc je dirais autant que possible, le zéro déchet, bien sûr, moi des fois je ne peux pas toujours tout faire moi-même, parce que des fois je manque de temps, ou je suis sur des dates courtes par rapport à mon entreprise, j'ai des choses à faire, donc il m'arrive aussi bien sûr d'acheter, mais autant que possible j'essaie de faire moi-même. Et donc c'est vraiment de se lancer, de poser des questions si on hésite encore un petit peu, et tenter l'aventure. Voilà. Je vous souhaite de passer une très belle journée, on se retrouve bientôt. Bisous, bye.